Mesdames et messieurs, le bon choix est celui que vous faites de nous suivre. Merci pour la confiance sans cesse renouvelée. Bonsoir et bienvenue au JT Sabah sur les antennes de Numérica Télévision. Au menu de ce journal décontracté, alerte, les Africains noirs cherchant les chemins de l'Eldorado en Libye sont vendus comme des esclaves. De voix s'élèvent de plus en plus pour crier halte. Vous entendrez quelques-unes dans ce journal. Zimbabwe, le président Robert Mugabe, toujours sur la sellette, l'épée de Damoclès reste encore suspendue sur sa tête. L'ancien homme fort d'arrêt n'est pas du tout tiré d'affaire. Et à Kinshasa, qui de la majorité présidentielle et de l'UDPS battra les pavés ce 28 novembre. Les QG de ces deux camps politiques projettent de manifester le même jour. Et le choléra continue à sévir. Les ministères de la Santé publique rappellent au respect des règles d'hygiène. Ce sont là les titres à suivre dans les JT Sabah de ce soir. Mesdames et messieurs, une fois de plus, merci de nous suivre. Avec nous sur ce plateau, Mike Mukebai, journaliste, pour commenter avec nous l'actualité. Mike, bonsoir. Bonsoir. Mike ou Michel, vous préférez comment? Bon, je sais pas, en fait, moi, mon véritable prénom, c'est Hugues Michel. C'est pas ce prénom que m'appelle mon père, mais tout le monde me connaît par mon petit nom de Mike. Je crois que Mike, ça m'identifie plus que Hugues Michel. Hein. Bienvenue à ce journal. Merci beaucoup. La Libye de Muammar Kadhafi au cœur de l'actualité après la diffusion d'une vidéo montrant des migrants subsahariens être vendus comme esclaves. Dans ces images, véritable onde de choc, on peut voir un homme être vendu aux enchères à 1200 dinars libyens, l'équivalent de, tenez-vous-en bien, 800 $ américains. Depuis, que de voix s'élèvent pour dénoncer ce que de nombreux qualifient d'inhumain et des non faisables en ces siècles. Les chanteurs ivoiriens Alpha Blondy, l'animateur radio-télé Claudie Siard ont tous deux posté des vidéos interpellant l'Union africaine, la CEDEAO, mais aussi chacun à agir à sa façon pour lutter contre cette pratique. Suivons-les plus tôt. Je crois que je n'ai jamais été aussi en colère et aussi triste qu'en ce moment. Je découvre qu'en ce début de 21e siècle, ce que nous redoutions après les accords passés entre les uns et les autres, qu'en Libye, on est en train de vendre des Africains. Là, en Libye, on vend nos jeunes qui, parce qu'ils ne pouvaient plus supporter le manque de vision d'avenir dans leur propre pays, ont décidé de partir, de braver le désert, de braver la mer, de braver la violence des groupes armés. Aujourd'hui, on est en train de vendre, là, des Africains, des jeunes, nos jeunes. On les enferme dans des cages, puis on les vend au plus offrant. Permettez-moi de vous interpeller pour vous dire que nous, peuples africains, qui comptions sur vous pour nous défendre et pour nous protéger, nous sommes surpris et stupéfaits par rapport à votre silence devant cette situation révoltante, humiliante et inacceptable que vivent vos ressortissants, nos frères, nos sœurs, nos fils et nos filles vendus comme esclaves en Libye. Révoltants ont-ils dit. Après Claudie Siard et Alpha Blondy, la mobilisation s'est faite chaque jour un peu plus autour de ces phénomènes. Ainsi, dans les réseaux sociaux, de plus en plus de gens s'identifient sur leur profil contre ce qui s'est fait en Libye. Facebook, Twitter et autres deviennent des véritables canaux de pression pour dire non à cette situation. Mike Mukebai, quand vous voyez ça, Claudie Siard a parlé, Alpha Blondy a parlé, quelle est votre lecture de fait? Non, il a si bien dit, Claudie Siard, je crois que le problème, il faut attaquer le mal par la racine. Il y a d'abord la responsabilité des autorités en Afrique, dans presque tous les États africains. Ça fait 57 ans depuis que nous avons connu des indépendances. Rien n'a évolué sur le plan économique et social. Nous avons plutôt connu de nets reculs, et les jeunes en fait n'ont pas d'espoir, n'ont pas de perspective d'avenir, et ils se livrent à cette aventure au péril de leur vie. Ce qui est dramatique, c'est que tu te rends compte que quand ces jeunes prennent les risques de commencer cette aventure, ils ne se rendent même pas compte à quoi ils s'exposent. Parce que déjà, traverser l'océan à bord d'une embarcation qui dérive
et aux commandes desquelles il n'y a pas de capitaine, si vous les savez au départ, vous n'allez pas prendre ces risques-là. Il y a aussi les niveaux d'instruction de ces jeunes-là. Vous aurez beau leur expliquer les risques auxquels ils s'exposent, mais ils ne les comprennent pas. Ils ne peuvent pas les interroger. Le problème, c'est donc l'État, mais c'est aussi la conscience de chacun. Non. Quelle conscience vous voulez qu'ils aient, ces jeunes? On ne peut pas laisser se faire tuer comme ça. Mais ils ne comprennent même pas qu'ils vont se faire tuer. C'est ce que je suis en train de te dire ici. Qu'ils ne réalisent pas les risques auxquels ils s'exposent. Vous savez, quand tu dis à ces jeunes que c'est risquant d'embarquer à bord, je ne sais pas, d'un navire qui va dériver de lui-même et que le commandant peut, le capitaine peut vous abandonner en pleine navigation, il ne comprend rien à tout ça. Quand tu lui dis océan, il ne sait même pas ce que ça représente. Il n'est pas allé à l'école, ce jeune-là. Mais il prend le risque d'aller jusque là-bas. Il veut partir, il n'a pas d'espoir. Bon, il faut compter aussi ceux qui vont contraints suite à des situations de guerre dans leur pays. Ça aussi, c'est de la responsabilité de nous, Africains, de nos États. Mais le plus grand drame, c'est que, en fait, au jour d'aujourd'hui, ils passent presque tous par la Libye. Et la Libye, aujourd'hui, est un non-État. Est un non-État qui est déchiré entre deux gouvernements. Toutes les tentatives de conciliation ont échoué jusqu'à ce jour. On continue à y travailler. Difficile d'espérer que demain, il y aura un État en Libye pour prendre en charge ces problèmes-là. Je crains fort que nous continuions à vivre ces drames pendant des années encore. Mike Moukébaye, comment un homme, un être humain, aujourd'hui, dans ces siècles, peut-il vendre un autre être humain? Comment on en arrive là? Parce que la Libye est déchirée, parce que la Libye n'est plus un État? Mais tu sais... Alors il faut vendre le zoo. Oui, mais tu sais ce qui se passe. Quand la société n'est pas codifiée, quand la communauté n'est pas codifiée, c'est le plus fort qui s'impose. C'est la situation que connaissent ces migrants. Vous êtes dans une situation où les gens cherchent l'argent et il arrive à un moment donné où pour cet homme-là, l'être humain a un prix et il fixe un prix. Regardez même dans le phénomène qui a amené au génocide au Rwanda, c'est que l'autre humain a été idéologisé, endoctriné au point de traiter l'autre des cafards et de penser que de les tuer, c'est vraiment rendre service à l'humanité, c'est de débarrasser l'humanité d'un cafard. Et l'être humain intègre ça suite à l'endoctrinement qu'il subit. Donc il faut une codification, il faut une situation de droit pour que l'être humain se comporte en conséquence. Sinon, l'être humain dérive et atteint le stade animal ou revient au stade animal qui a été celui de l'humanité à un moment donné où les uns pensaient qu'ils étaient plus avancés dans la civilisation et qu'ils pouvaient à ce titre coloniser les autres. Mike Moukébaye, les images que nous venons de voir là, pas les images, mais entendre comment les gens sont en train de se plaindre, ça devait révolter ou ça doit faire réfléchir, les deux à la fois? Les deux à la fois. Je crois que le temps de la révolte est passé, c'est celui-là. J'ai bien aimé. Et tu vois là, il y a deux grands stars. Et là, je voudrais même dire une chose à nos musiciens, à nos leaders sociaux. Là, c'est Alpha Blondy qui réagit sur une question de société. Tu ne verras jamais ici nos musiciens avoir une telle sensibilité sur des questions. Pas beaucoup en tout cas. Pas beaucoup, mais tu ne vois pas. Et d'ailleurs, tu vois, ils n'ont pas relayé. J'en ai pas vu qui ont relayé. Alors, le mois de la révolte passée, il faut maintenant réfléchir. Faute de pouvoir assurer à nos jeunes qu'ils vivent assez bien chez eux, je crois qu'il nous faut alors travailler sur le contrôle aux frontières pour empêcher qu'ils sortent et qu'ils se lancent dans les déserts, dans des aventures hasardeuses. Mike Moukébaye, cette mobilisation que nous voyons là, peut-elle changer des choses en ces moments en Libye? Ouais, elle peut changer des choses en Libye, c'est quand même difficile. Mais ouais, je crois quand même ceux qui sont les auteurs de ces actes, c'est vraiment une pression qui est exercée directement sur eux. C'est des humains, même si ils versent dans des actes que je peux traiter d'inhumains. Et je crois que déjà cette mobilisation peut les interpeller. C'est des hommes comme toi et moi. Et mieux encore, interpeller les dirigeants africains, interpeller l'Union africaine. Suite de ce journal, je retourne à vous tout à l'heure, Mike Moukébaye.
Quittons la Libye pour parler du Zimbabwe cette fois-ci. Le président Robert Mugabe a fait une apparition publique, c'était vendredi. L'homme d'État assigné à résidence avait pris part à une cérémonie de remise des diplômes dans une institution universitaire. Si l'on sait où se trouve le président, la première dame Grace Mugabe, elle, est signalée parfois en Namibie ou en Afrique du Sud, selon d'autres sources. Mais qui est donc Grace Mugabe, la femme par qui est arrivé, on peut se le dire, le malheur de son président de Pou? Nous vous proposons une vidéo qui parle d'elle justement. Mike Mukebai, au Zimbabwe, est-ce la fin du règne de Robert Mugabe? Je crains que si les militaires ont pris le contrôle du pays. Et il était temps pour arrêter la dérive autoritariste de Mugabe. Et là, il a fait une apparition publique. Je crois que ça a été négocié diplomatiquement avec les émissaires et sud-africains, SADC, ainsi de suite. Parce que là, il faut maintenant trouver une solution politiquement. Mais je ne vois pas... Son mandat court encore quand même. Oui, hein? son mandat court encore, mais moi je crois qu'il y a une question à se poser. C'est que quand vous avez un mandat au terme des élections, qu'est-ce que vous faites de ces mandats? Ces mandats ne disent pas que vous pouvez tout vous permettre. Je crois qu'il y a une légitimité à préserver pendant la mandature et que cette légitimité, à mon point de vue, avait été déjà complètement brisée par lui-même, Mugabe. Donc il y a une situation urgente et les militaires ont agi en conséquence. La question maintenant, c'est de trouver un compromis. Je ne le vois pas tenir pendant longtemps. J'ai vu le président sud-africain Jacob Zuma, qui lui-même est déjà empêtré dans des affaires de corruption chez lui. C'est les parrains des dictateurs, ici en RDC, là-bas au Zimbabwe, c'est lui le parrain, ça c'est très grave. Et ce qui choque le plus avec les sorties de Jacob Zuma, c'est que nous, Africains, nous nous sommes battus, tous, avons soutenu l'Afrique du Sud contre l'apartheid. Et c'est cette Afrique du Sud qui nous donne maintenant un chef d'État qui est là à bénir les dictatures à travers l'Afrique. C'est vraiment grave, c'est choquant. Mais ce qui est sûr, à mon point de vue, c'est que les militaires vont continuer à tenir cette position et finalement un compromis sera trouvé. Et d'ailleurs, il y a 2 jours, il y avait déjà... C'est bizarre, ils disent pas coup d'État, ils disent pas coup d'État. Non, c'est bien joué, c'est très subtil. Ça, c'est un jeu subtil et habile. Ça voudrait dire, on ne parle pas de coup d'État, question de ne pas... comment je dirais, de ne pas irriter les susceptibilités sur le plan diplomatique. Hein. Mais en fait, ça n'est un. Hein, quand vous décidez de descendre dans la rue militaire et vous prenez le contrôle, c'est un coup d'État, c'est vraiment clair. L'État ne fonctionne plus de manière ordinaire avec ses institutions, si je peux me répéter, ordinaires. Donc il est question maintenant d'avancer et de trouver un compromis politique, sûrement peut-être une petite transition. J'allais dire qu'il y a 2-3 jours, nous avons appris qu'il y avait même des discussions déjà sur l'intérim. Donc ça signifie qu'on va vers la solution politique. Que Mugabe était d'accord pour laisser l'intérim à un autre, mais il disait pas le premier vice-président, il souhaite le deuxième, qui est très proche de lui. Les militaires disent non, c'est le vice-président, celui-là qui était en exil, qui est revenu, qui assume l'intérim. Donc on a déjà engagé des discussions, on peut penser que dans le jour, la semaine qui vient, un compromis politique sera trouvé pour éviter au Zimbabwe la violence. Et à Kinshasa, la situation qui s'est vue au Zimbabwe ne laisse pas indifférent. Chacun, comme Mike Mukebai, s'est fait sa petite lecture de fait, selon surtout sa coloration politique, il faut qu'on le dise. Pour le député national Jean-Claude Vouemba de l'opposition, par exemple, ce qui se passe au pays de Mugabe n'est pas à comparer avec la RDC. On l'écoute, il était au micro de Jires Chimanga
et Jephté Tsoleni. Monsieur Mugabe a encore son mandat. L'armée a compris. Avec 93 ans, 93 ans de monsieur Mugabe, il n'était plus possible que sa lucidité soit de 24 heures sur 24. Avec les manigances de sa chère épouse, qui voulait maintenant mettre le peuple zimbabwe de côté en faisant partie le vice-président. Inconstitutionnellement, si vous voulez parler du Congo. Mais ici, le président de la République n'a plus de mandat. Son mandat a été prolongé par rapport à l'accord de la Saint-Sylvestre. Même nous qui sommes ici, sincèrement, on ne doit plus venir. Mais si nous ne venons pas et que le référendum vient derrière nous, c'est pour cela que nous sommes vigilants. À Kinshasa, le 28 novembre, la majorité présidentielle projette une marche de soutien au calendrier électoral. Simple coïncidence ou démonstration de force avec l'UDPS qui avait annoncé peu avant la tenue d'une manifestation publique à la même date. La question reste posée, mais on enregistre déjà des réactions des parts et d'autres. On sait par exemple que par un tweet, Félix Tshisekedi dénonce cette pratique qui consiste à programmer une marche. Félix Tshisekedi dénonce cette pratique qui consiste à programmer une marche le même jour que l'opposition pour se la refuser carrément et ainsi pouvoir justifier l'interdiction de la leur. Itinéraire choisi par la MP de la gare centrale jusqu'à l'esplanade du stade de Martyrs. Affaire à suivre. Restons à l'UDPS où on se prépare à la convocation du congrès extraordinaire à l'issue duquel sera désigné les présidents du parti ou le remplaçant d'Étienne Tshisekedi. C'est samedi que s'est tenue la réunion de prise de contact de la commission technique préparatoire qui sera à ces congrès et les autres détails de cette grand-messe de l'UDPS. Pour en savoir plus, nous avons posé la question à Augustin Kabouya. Il est porte-parole de l'UDPS. Il a été joint par Ange Makadi. Le congrès c'est pour bientôt, puisque tout va dépendre du travail que la commission technique préparatoire va présenter auprès du secrétaire général qui fait l'intérim du président. Ce n'est pas quelque chose qui va nous prendre beaucoup de temps, c'est pour bientôt. Comme il y aura seulement un seul point à l'ordre du jour, l'élection du nouveau président de l'UDPS, je ne vois pas comment ça va nous prendre du temps. Alors qui vont participer au congrès? Tout ce que nous faisons, c'est conformément à nos textes. Les gens qui doivent participer à ces congrès sont bien connus. Quand vous lisez, quand bien que vous n'êtes pas membre de l'UDPS, l'article 17 de notre statut prévoit les gens qui sont habilités, détermine les critériums. Aussi avec ces congrès, il y aura aussi les pionniers de l'UDPS et autres membres? Non. J'ai dit, le congrès aura un seul pas. L'élection du nouveau président. Vous savez que l'UDPS a perdu son président depuis le 1er février de cette année. On s'occupe d'abord du dossier élection du président. Après l'élection du président, c'est le président élu qui aura la tâche de remplir, de faire tout ce que vous dites là. Autre son de cloche sur l'organisation du congrès de l'UDPS, Corneille Moulumba, des pionniers de l'UDPS, propose la révision des statuts du parti et la mise sur pied d'un comité directeur composé des personnes venues de chaque aile de l'UDPS. Il a dit à Anita Kangoudia sur le plateau de Numérica Télévision. Congrès UDPS, un moyen pour recréer le fonctionnement harmonieux du parti et pourtant un sujet qui suscite beaucoup de polémiques. Après tant de divisions, tout le monde se réclame de l'UDPS. Le 31 mars de cette année et le 1er avril et 2 avril aussi, s'était tenu à Mikonga un conclave de cadre du parti. Et à cette occasion, une décision va être prise, une résolution, la convocation du congrès de l'UDPS. Il n'y a pas meilleur cadre aujourd'hui pour convoquer le congrès que ce cadre-là. Le congrès aurait dû être tenu déjà, mais nous avons essayé simplement de prendre le temps pour essayer de convaincre les uns les autres, d'une part, et de mobiliser les moyens, bien sûr, pour que le congrès se tienne. Donc c'est important de fixer la date. Corneille Moulumba propose la révision des statuts du parti afin de refonder l'UDPS. À l'UMT, on a parlé de congrès de l'UDPS, que par-ci par-là on parle de conclave et tout ça.
Nous pensons que les amis de l'IMT se situent dans le cadre de l'UDPS Tshisekedi. Les travaux que nous avions faits au mois de mars, ça ne concernait pas l'UDPS Tshisekedi, l'UDPS Kibasa, ça concernait l'UDPS tout court de son ensemble. Nous voulons que l'UDPS se reconstitue pour que nous puissions avoir une grande machine politique, une grande machine électorale pour emporter les élections qui pointent à l'horizon. Et que tant qu'on ne sera pas mis ensemble, nous n'avons aucune chance de sortir des élections avec suffisamment d'élus. Mais d'abord, nous allons commencer par revoir les statuts du parti. Mike Moukebaï, on parle du congrès à venir de l'UDPS. Quelle chance donner à cette grand-messe, comme on l'a dit, de l'UDPS? Permets-moi de faire d'abord une digression. J'ai remarqué ça dans la presse congolaise. Vous invitez les gens en leur titre et qualité. Si je ne suis pas médecin, je ne suis pas médecin. Vous n'allez pas inviter Corneille Moulumba, qui est dans l'imposture. C'est un imposteur pour qu'il parle de l'UDPS. Cette catégorie-là, pour laquelle il parle, pionnier de l'UDPS, c'est repris où dans les statuts de l'UDPS? Il siège où et avec qui, Corneille Moulumba? Où? Il se réclame de l'UDPS. Non, mais écoute, mais c'est cela la presse congolaise. Il ne suffit pas que je me réclame de l'UDPS pour que vous me preniez tel quel. Si je ne le suis pas, je ne le suis pas. C'est au journal de dire non monsieur, tu ne l'es pas et je ne te présente pas en tant que tel. Bon alors, moi maintenant j'ai dit que je suis médecin. Tu ne vas pas attaquer le journaliste sur un plateau. Non, vous qui êtes journaliste, les journalistes doivent apprendre à faire leur boulot dans ce pays. Vous pensez qu'ils ne le font pas bien? Très mal, ouais, très très mal. Là par exemple, c'est un imposteur. La simple question à lui poser la prochaine fois, c'est vous siégez où et avec qui? Regarde ce qu'il dit. Il dit, il y a eu des presse qui bassent, il y a eu des petits Tshisekedi. Mais les travaux que nous avons accompli, je ne sais quoi, à quelle date ou mars, ça c'était l'UDPS tout court. Ça signifie quoi? Tu comprends, c'est un bourguignon. Ici, il y a l'UDPS qui bat ça, l'UDPS Tshisekedi, mais il y a eu une réunion, un conclave quelque part, de l'UDPS tout court. Ça signifie quoi? Et finalement, c'est l'UDPS tout court là. Nous parlons du congrès, Mike. Ok, d'accord, mais c'est cela. D'abord, il faut une clarification dans l'opinion. Les congrès se déroulent à un moment très crucial, un moment très sensible. L'UDPS est un grand parti politique, il y a de gros enjeux, il faut renouveler la direction du parti. Je peux à ce stade déjà dire que Félix a toutes les chances de prendre la direction, ça c'est clair. Il a démontré qu'il a du charisme et qu'il a su incarner le rôle de son père. Donc il a déjà la légitimité, il reste qu'on lui donne la légalité. L'autre question, ce sera les postes de secrétaire général. Si tu veux mon avis, j'ai vu ces garçons se battre. C'est vraiment un bon bâton, Kaboun. Je crois que c'est le gars qu'il faut en ce moment-ci. Il faut quelqu'un des terrains et qui soit là avec assez d'agressivité. Sinon, vous ramenez l'UDPS à l'époque d'Adrien Pongo ou de l'autre amorphe ici, comment il s'appelle, Bruno Mavungu. Donc, je crains que si on ne maintient pas ces équilibres, ça crée un peu de problème. Manu Kebaï, qui sera dans ces congrès? Nous avons tous ces députés, UDPS auto-exclus, tous ces gens. N'est-il pas temps que toutes ces personnes-là... Oui, moi je suis favorable à la réconciliation. Je suis très favorable. Au jour d'aujourd'hui, il y a des synergies qui sont développées entre le Rassemblement et les députés UDPS. Dans le cadre du focus député opposition, avec, comment il s'appelle, les députés élus de Goma qui est du Bas-Congo, comment il s'appelle, le vieux... avec les vieux Conde Villa Kikanda. Normal que ces dynamiques aille jusqu'à la réconciliation. Moi j'ai dit, il faut y aller. Mais cette réconciliation ne signifie pas faire de l'UDPS maintenant, je ne sais pas, quelque chose qui va accepter tout le monde. Non, mais il y en a qui ne peuvent pas revenir. Tu ne vas pas me dire par exemple qu'on peut accepter au jour d'aujourd'hui que Valentin Boubacar revienne. Moi je ne serais pas d'accord. Cet homme, les gens avaient placé une grande confiance en lui. Moi, je l'appelais même les gardiens du temple. Et puis, un matin, il quitte sa résidence. Le voilà au Palais de la Nation. Il dit, je suis venu ici en tant que personnalité. Et je trouve que les plaies sont encore même trop béantes pour parler de lui. Mais dans l'ensemble, je suis favorable à la réconciliation, notamment le député. Puisque de toutes les façons, moi, depuis le début, depuis 2011-2012, je disais qu'il fallait impliquer ces députés-là. On ne peut pas comprendre qu'un parti politique dise je ne prends pas en compte ces 48 sièges, je ne fais pas la soixantaine, je crois la quarantaine des sièges à l'Assemblée nationale. C'était à la faveur de l'UDPS d'intégrer. C'est d'abord une voix dans cette Assemblée. Et ensuite, si on peut parler moyens, c'est peut-être immoral, indécent, mais les moyens, vous ne les avez pas en politique, vous n'avancez pas. Vous avez une quarantaine de sièges, vous avez des contributions.
pour un parti comme l'UDPS qui a énormément besoin de moyens, c'est un plus, plutôt que de dire nous on n'en veut pas. C'est un peu ça. Alors il est temps aujourd'hui, à mon point de vue, de faire revenir ces députés-là, mais bon, il y a à boire et à manger aussi chez ces députés-là. Il y a certains qui ont carrément traversé, qui sont partis à la majorité comme on ne va pas tous les citer. Comme Serge Mayamba. Mike Moukébaye avec ses avis. On vous reconnaît que vos avis très tranchés, Mike Moukébaye. Vous étiez l'invité de ce journal, Mike Moukébaye. Je répète, avec vos avis très tranchés. Mike Moukébaye, dernière question peut-être. Journaliste tout court, journaliste engagé ou militant carrément, Mike Moukébaye? La situation de mon pays m'amène à être tranché. Si cela, ce que tu dis tranché, je l'assume. Journaliste tout court, journaliste engagé. Je vais très vite. Mon pays est amené à la ruine, les gens souffrent, ça demande d'être intransigeant. J'assume ce que tu me dis, je suis journaliste, personne ne m'enlèvera cette qualité jusqu'au jour où moi-même je me dirais que je n'exerce plus le métier. Je sais qu'on me traite de politicien, je m'en moque. Je suis journaliste et l'un des meilleurs du pays en plus. Hein? Je peux le dire sans fausse modestie. Je suis un acteur, un activiste pro-démocratie. J'assume ces statuts-là. Je les porte avec fierté, je les fais pour mon peuple. C'était Mike Moukébaye, il était l'invité de ce journal. Avec lui, nous avons commenté l'actualité. Mike Moukébaye, merci d'être passé nous voir au JT Saba. Suite de ce journal, au Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, le café politique a vécu maillage et quadrillage. C'était les thèmes exploités du vendredi 17 novembre. Dans la perspective électorale, les PPRD affûtent ses armes. Pour le secrétaire général Henri Mouvasakani, en politique, l'espace est un enjeu majeur. Il faut coupler les idéologies avec une praxis d'occupation du sol, d'où la nécessité de la spécialisation de la politique ou de l'espace politique. Aussi, les PPRD, loin d'être cloîtrés dans sa tour d'ivoire, a procédé en tant que parti de masse, en tant que parti des masses, par les maillages et quadrillages dans le but d'occuper totalement et en permanence le terrain. Des notions ont été également utiles pour chaque membre qui voudrait diriger les autres et exercer un leadership. C'est ce qui s'est dit au café politique du PPRD. Et les rideaux sont tombés à la conférence de la Convention sur les changements climatiques COP23. C'était vendredi à Bonn. Pendant 12 jours, plus de 10 000 participants venus de 2 pays étaient sur place. Une COP qui s'achève sans réelle avancée sur la question financière et sur l'application de l'accord de Paris. Une COP23 marquée aussi par le retrait des États-Unis de l'accord de Paris. On attendra donc décembre 2018 à Katowice en Pologne pour faire le bilan de l'accord des Paris. Une épidémie de choléra s'est déclarée dans l'espace Grand Kasaï à ces jours, selon les statistiques du ministre de la Santé. Sur 1990 cas enregistrés, 50 décès. Toutes les informations concernant cette épidémie ont été fournies à la presse par les directeurs du programme national d'élimination du choléra. C'était cet après-midi. Ange Makadi, bienvenue Babois et Théo Chitole nous en parlent. Il faut à tout prix une mobilisation tant physique, matérielle que financière pour faire face à l'épidémie du choléra qui sévit depuis le mois de juin en République démocratique du Congo. Selon Didier Bopangue, directeur du programme national d'élimination du choléra, si l'on y prend garde, on risque de connaître l'épidémie la plus meurtrière en RDC. Depuis janvier au 12 novembre, la RDC a connu 45 853 cas avec 918 décès. Les provinces du Kasaï sont celles qui ont un taux élevé, soit 32,9% avec 81,3% de décès. Les stricts respects des règles d'hygiène sont indispensables et surtout une mobilisation à tous les niveaux. Dire aux populations, lavez-vous les mains n'est plus suffisant. On a besoin de beaucoup plus de moyens que de répéter simplement les messages de plus laver les mains. La prévention, ça marche quand le feu n'est pas encore là. À partir d'aujourd'hui, lorsque des gens se retrouvent dans des zones complètement désertées et qu'il n'y a pas d'eau potable, on ne va pas les empêcher de prendre la seule ressource en eau qu'ils ont sur place. Donc on a beau dire aux gens il faut bouillir de l'eau, mais lorsqu'on se retrouve dans des zones de savane comme dans certaines régions du nord du Haut-Lomami, qu'on a des populations de pêcheurs qui de surcroît sont déplacées à cause de certains conflits par-ci par-là,
ces gens-là n'ont pas d'autre choix que de boire l'eau qu'ils ont, parce que puisqu'ils n'ont même pas de braise, ni de bois pour la bouillir. Rappelons que c'est depuis 1974 que la RDC Zaïre à l'époque a enregistré les premiers cas de choléra. Suite de ce journal, le réseau des journalistes Amis de l'enfant s'est entretenu avec le groupe des enfants reporters en prévision de la journée internationale des droits de l'enfant célébrée chaque 20 novembre. Objectif, c'est rendre compte de l'éducation des droits de l'enfant en RDC. Anita Kangoudia nous en parle. La Convention internationale des droits de l'enfant stipule qu'un enfant n'est pas seulement un être fragile qu'il faut protéger, mais une personne qui a droit à être éduqué, soigné, protégé, quel que soit l'endroit du monde où il se trouve. C'est l'une des raisons de l'engagement des enfants reporters, une structure des enfants qui milite pour le respect des droits de l'enfant. Quand j'ai fait la formation, ma mère, mon père, mes frères et sœurs étaient parfaitement au courant. Et quand la formation a été conclue, je les ai aussi appris à mon tour parce qu'on est de la famille, il faut que je leur dise que non, ça c'est vos droits et tout. Et depuis nos droits sont le droit dont on n'avait pas conscience et qu'on ne respectait pas, on commençait à être respecté petit à petit. Et notre condition de vie, notre manière de vivre a augmenté. Quelles sont les ambitions et la détermination à agir en faveur du bien-être des enfants? Voilà qui motive la lutte des enfants reporters. On peut prendre conscience, on peut faire prendre conscience à ceux qui nous entourent, on peut les influencer, on peut les dire ce que nous ressentons parce que nous devons nous exprimer afin que les autres puissent savoir ce que nous pensons réellement. J'ai toujours voulu être ingérée dans la construction par exemple des maisons sociales pour ceux qui sont dans les rues, pour ceux qui n'ont pas où aller. J'ai toujours aimé trancher les problèmes des gens. J'aime être la solution aux problèmes des gens, trouver des solutions aux problèmes des gens. Alors ça me pousse à vouloir faire la magistrature. Plusieurs autres activités du genre sont prévues en rapport avec la célébration de cette journée. Et bientôt, la Coupe d'Afrique du théâtre de l'improvisation. Elle sera organisée pour la première fois sur le continent et à Kinshasa au premier trimestre de l'année prochaine. L'improvisation, un genre théâtral encore balbutiant, mais vous allez voir, les troupes qui répètent sous l'égide de la compagnie nationale de théâtre ne manquent pas du talent. C'est un reportage signé Mouine Mouroupfel et Doudou Kassouba. Ces artistes surpris en pleine répétition ne se réfèrent à aucun manuscrit. Pas de texte donc, pas de scénario non plus. Les réparties se succèdent, inspirés par l'imagination fertile de l'équipe adverse. Un genre artistique qui requiert d'avoir l'esprit alerte, nourri d'une culture bien assise. Bon, aujourd'hui, c'était une démonstration d'improvisation théâtrale. Comme vous l'avez suivi, c'est un match qui a opposé l'équipe de la Cité à l'université. Donc le match d'improvisation sont créés au Québec depuis 1977 et ici chez nous au Congo c'est créé depuis 1990 que nous avons créé la Ligue d'improvisation du Congo et cette ligue a fait un parcours, un long parcours parce qu'on a eu à participer à la 6e Coupe du Monde d'improvisation en France et on a, grâce à notre ligue, nous avons créé plusieurs ligues dans le continent africain, notamment au Bénin, au Burkina, au Maroc et actuellement le mouvement est parti jusqu'en Algérie, Tunisie. Donc c'est ce qui fait que nous avons déjà lancé la première Coupe d'Afrique et le match que vous venez de suivre est un match test pour pouvoir sélectionner les joueurs que nous allons présenter à la Coupe d'Afrique. L'improvisation, c'est aussi l'art maîtrisé de s'exprimer en public. Normal que les joutes verbales connaissent l'appui tutélaire du théâtre national. Les jeunes gens sont encore en pleine répétition. On est en train de travailler de manière à ce que nous puissions être à la hauteur de ceux qui vont venir parce que nous recevrons ici non seulement des pays africains mais également des pays d'Europe et d'Amérique du Nord. C'est un jeu que beaucoup de gens n'ont pas encore découvert, mais nous avons eu cette grâce de découvrir ces jeux et nous sommes vraiment les tout premiers qui iront à cette première
première coupe ici en RDC, nous recevrons d'autres pays, les équipes des autres pays. C'est vraiment une grande joie pour nous. Donc je dirais ça, nous sommes très prêts et seulement que rien du tout, puisque nous sommes déjà convaincus que la coupe va rester en RDC. Doudou Kassouba qui y était nous a affirmé que c'était drôle. Et pour clôturer ce journal, nous allons nous aussi essayer de rigoler un peu avec cette vidéo tirée du net. C'est par cette vidéo que prend fin ce journal. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir que de l'avoir présenté. Merci à toute l'équipe qui nous a aidés à le réaliser. À très bientôt pour le prochain JT Saba.